Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, merci d'être des nôtres ce dimanche. Nous continuons dimanche politique avec l'hebdo des éditorialistes. Tout de suite avec nos invités qui sont déjà présents autour du plateau. Voilà, nous y sommes donc avec nos invités. Je commence par ma gauche, je dirais l'aîné du plateau, Christophe Agon. Bonjour Christophe. Bonjour Théodule, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci auditeurs parce que vous suivez. Voilà, sur la radio, c'est aussi un film. Voilà, merci. Christophe Agon, je rappelle que vous êtes le directeur général du quotidien Info Matin depuis Abomey-Calavi. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons Jordi Gabin Katake. Bonjour Jordi. Bonjour Théodule, bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Très bien, merci. Je rappelle que Jordi Gabin Katake est le directeur de publication du quotidien Le Challenge. Et puis le troisième que nous découvrons sur ce plateau, l'hebdo des éditorialistes, Alban Mévo. Alban Mévo, bonjour. Bonjour Théodule et bonjour également à nos amis téléspectateurs et auditeurs qui sont actuellement câblés. Très bien. Alban Mévo, journaliste à TVC Bénin, c'est avec vous donc que nous allons scruter l'actualité en tant qu'homme de presse, homme des médias. Et nous commençons par Christophe Agon. Quelle est l'actualité qui vous a marqué ces derniers jours? Donc, vous n'êtes pas sans savoir quand même que avec la réforme du système partisan, nous assistons à quelques démissions et il s'en va se poser cette question-là de savoir si c'est un échec ou une réussite ou bien un réglage. Vous voyez, au niveau du Bière, il y a des démissions. Au niveau de Moël Bénin, il y a des démissions. Alors qu'en réalité, on devait s'attendre à d'autres démissions, c'est-à-dire telles que de l'UDBN, telles que de Moël Bénin pour venir au Bière ou à l'UP. Et aujourd'hui, on est étonné de voir que les gens quittent le Bière. Pour quelle chute d'abord? On ne sait pas. Est-ce que c'est un échec du système partisan? Et les jours, nous en dirons davantage. Oui, selon vous, quelle réponse pouvez-vous donner immédiatement, tout de suite, à cette interrogation que vous venez de poser? Moi, par exemple, je suis très étonné. J'attendais même 2023 d'abord pour assister à cette démission. Je suis très étonné que dès maintenant, que des personnes ne commencent pas à démissionner. Donc, on se pose la question de savoir si c'est pas la tête elle-même, je parle de Ablaye Tchané, ou bien carrément c'est la gestion humaine qui fait défaut. Nous sommes en train de chercher, c'est vrai que c'est un peu compliqué, les gens ne nous permettent pas d'avoir l'information et ceux qui démissionnent aussi n'aiment pas donner l'information juste. Voilà, les vraies raisons de leur démission. Voilà, le dernier en date d'ailleurs c'est à Calavi, on a encore assisté à ça et jusque-là personne ne parle, je ne sais pas si c'est une peur, ainsi de suite. Bon, moi je vois quand même que ils démissionnent, mais ils n'ont pas un point de chute. C'est ça le gros point d'interrogation. Ils iront où? À l'UP, je crois que l'UP est surchargé déjà. À l'UDBN, on attend de voir. À Moël Bénin, on entend de voir. Je suis sûr quand même que ce sont encore des calculs peut-être. Les gens sont en train de viser 2023 et voient déjà que bon, il vaut mieux. Voyant un peu l'atmosphère, on se dit que est-ce que je serai positionné dans ce parti, il vaut mieux démissionner rapidement. Et bon, compte tenu des moyens que j'ai, je peux me faire une place dans un autre parti. Mais quitte à savoir, il y a déjà d'autres qui sont dans ces partis-là. On attend de voir. Ce qui va se passer. Gabin Katake, votre avis sur le sujet, ces vagues de démission? Bon, sur ces vagues de démission, je crois que il y a deux formations politiques qui sont visées. Il y a BR, voilà, le Bloc républicain et également Moël Bénin. Bon, moi j'estime que c'est des mouvements, disons, qu'on voit et qui sont en quelque sorte une résultante de ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la formation du gouvernement, avec des nominations à certains postes de responsabilité. Maintenant, c'est légitime que des gens s'offusquent de ce fait qu'on constate ces mouvements. Mais là, jusqu'à présent, on ne connaît pas exactement les raisons qui poussent cela. C'est vrai qu'on parle de leadership, on parle de gestion à l'interne. Et c'est à ce niveau que je ne serai pas aussi péremptoire, aussi catégorique, mais je vais dire que le système partisan n'a pas échoué. Parce que tout ce qu'on remarque, c'est à l'interne.
hein, c'est au sein des partis C'est politiques. des partis politiques, oui. Maintenant, ceux qui ont démissionné n'ont pas fait de déclaration pour dire qu'ils vont à tel ou à tel, dans tel ou tel parti politique. Ce qui est sûr, on va attendre, est-ce qu'ils vont se revoir pour harmoniser les points de vue, parce que là, il faut tenir compte des chefs de partis politiques. Est-ce que les démissions proviennent vraiment des chefs de partis politiques? Parce qu'il y a Abdoulaye Biotchane qui est indécé, il y a également Jacques Ayadji qui est indécé aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas une situation atténuante où les deux vont trouver le cadre pour rassembler ceux qui sont partis, mais ils ne sont pas encore dans une formation politique. Donc on considère toujours... Une façon de les ramener à la raison. Voilà, bien sûr. Donc si on peut trouver, trouver ce cadre pour ramener ceux-là à la raison, je dirais que ça va être à l'actif de ces chefs de partis politiques. Très bien. Oui, Alban Mevor, vous, votre avis, qu'est-ce que vous pensez de ces vagues de démission, Bière, Moël Bénet? Merci. Moi, je crois que on ne peut pas dire que le système, la réforme du système partisan a échoué, parce que si on doit tout mettre sur le dos de la réforme du système partisan, c'est-à-dire qu'on va passer tout notre temps à réformer le système partisan. Le doyen l'a dit tout à l'heure, pour moi, c'est plutôt... il faudrait plutôt qu'on s'accentue un peu sur l'organisation interne des partis politiques. La réforme du système partisan a été déjà chose faite. Et donc, il revient maintenant aux dirigeants des partis politiques, des responsables des partis politiques, de jouer leur partition. C'est-à-dire quoi? Je sais qu'au niveau des partis politiques, il y a forcément des organes. D'accord? On parle par exemple d'organes de discipline. Il y aura certainement des organes où il faut porter des plaintes à ces organes-là qui doivent étudier ces plaintes-là, les remonter à la partie qui doit suivre, ainsi de suite, quitte à aboutir plus tard peut-être à un conseil extraordinaire ou un conseil national ou une rencontre pour statuer, pour aborder ces problèmes-là. Certaines voilà. Est-ce que tout ça, toutes ces choses-là ont été faites avant qu'on ne parle de démission? Ça, c'est une question qui reste posée. Vous savez, ces histoires de démission ne datent pas d'aujourd'hui. Si vous allez par exemple fouiller, quelles sont les raisons qui expliquent ces vagues de démission? Vous voyez? Et donc, jusque-là, on ne peut pas le dire. Et donc, c'est au niveau des responsables de partis politiques que le problème, pour moi, doit être réglé. C'est-à-dire, si au niveau donc, des partis politiques, les responsables des partis politiques, si les attentes, ce qui a amené un membre ou des membres à démissionner doit être étudié ensemble au sein donc des partis, histoire d'essayer de trouver des solutions avant donc voilà qu'on assiste donc à ces vagues de démission et tout ça. Parce que pour moi, la réforme du système partisan, c'est une réforme loi, ça a été fait. Donc le reste, c'est que chacun joue sa partition, quitte maintenant à trouver la solution équitable qui convient à chaque parti. Voilà. Oui. On peut dire aussi, moi j'ai pensé aussi à quelque chose. Oui. Et je me suis dit, la gestion faite pendant les campagnes de l'élection présidentielle aussi, ça peut jouer. Parce que est-ce que la gestion a été fluide, la gestion a été correcte? Parce que je constate quand même que c'est un mécontentement. Et c'est au lendemain des élections présidentielles que nous assistons à des démissions. Il faudrait d'abord qu'on se pose la question, est-ce que lors des campagnes, ces gens ont été bien gérés? Vous savez, le nerf de la guerre, vous devez le savoir. Et beaucoup sont en train de démissionner, j'entends, mais les raisons valables ne sont pas avancées. Mais nous, on est en train d'étudier, on se dit quand même qu'au lendemain d'une élection présidentielle, démissionner d'un bloc tel que le bloc républicain il faut vraiment avoir des raisons. Ça donne à réfléchir. Théodile, oui. Bon, je disais tout à l'heure que c'est des démissions légitimes parce que il faut tenir compte du fait que nous sommes entre deux élections.
Oui. Dans quelques mois, les Béninois iront aux urnes pour les élections législatives. Maintenant, la plupart de ceux qui ont démissionné, peut-être, ils se disent qu'ils ont des intérêts qui sont menacés. Est-ce qu'ils seront positionnés sur, dans leur circonscription électorale? C'est peut-être sur la base de ces informations ou bien de ces calculs, de ces projets dans le camp adverse qui sont obligés de prendre des décisions. Mais jusqu'à présent, la décision n'est pas finale parce qu'on ne voit pas de point de chute. Donc peut-être c'est juste pour titiller un peu les chefs de parti politique pour ramener l'ordre dans la maison. Il est aussi important lorsque vous intégrez un parti politique, il faut savoir faire des concessions, il faut savoir faire des sacrifices. Exactement. Celui qui n'est pas positionné pour l'échéance qui pointe à l'horizon peut être positionné pour l'échéance qui va suivre. Et donc il faudrait ne pas perdre également cet aspect de la chose. Accepter une défaite pour plus tard émerger. Donc c'est aussi très important. Il ne faudrait pas que sous le coup de calcul tout de suite, pourquoi est-ce que je ne suis pas positionné. Voilà. Et justement, nous restons avec vous, Alban Mevor, pour parler de votre sujet, l'actualité qui vous a intéressé. Parlez-nous-en. Oui, l'agence de développement de l'enseignement, la création de l'agence de développement de l'enseignement technique qui a été donc décidée par le gouvernement. Moi, ça m'a beaucoup réjoui parce que ça a été une promesse faite par le chef de l'État lors de sa tournée dans les 77 communes du Bénin pour quand même essayer de relever un peu le secteur éducatif. Technique et professionnel. Voilà, pardon, technique et professionnel surtout. Parce que aujourd'hui, nous avons ce problème. Et donc, le chef de l'État a fait le diagnostic. Il a décidé d'y apporter donc, des solutions. D'où la création donc, de cette agence. Ce qui me réjouit, c'est que le chef d'État est passé de l'acte à la parole très vite, en fait. Pardon, de la parole à l'acte, autant pour moi. Voilà, de la parole à l'acte, en un temps record, parce que, ça a été une promesse. Et il a le 23 mai dernier, lors de son investiture. Exactement. Et donc, ça a été fait. Et je me réjouis surtout du fait que l'agence a été donc, on a donné tous les attributs à cette agence. C'est cette agence qui est chargée en fait de donner vie, à cette réforme-là, cette vision-là du chef de l'État, et conformément aux besoins du terrain, du marché. Il ne s'agit pas de se lever, de créer les choses de façon tous azimuts. Non, dit les choses seront faites conformément aux besoins du terrain, c'est-à-dire la création donc des lycées techniques, le recrutement des enseignants et tout ça. Moi, je crois que c'est vraiment salutaire et ça va se faire étape par étape. Et c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il y aura forcément des difficultés qui seront certainement prises en compte au fur et à mesure. Et donc, pour l'instant, cette décision qui a été prise, pour moi, est vraiment salutaire. Je pense que ça va nous permettre donc, de corriger un problème qui reste et demeure depuis un bon moment. Très bien, oui. Gabin? Bon, c'est heureux de voir l'aboutissement de ce projet parce que c'est déjà l'une des ambitions du chef de l'État. Maintenant, il est passé à l'acte. Et quand on tient compte du concept, c'est que nous allons désormais quitter la théorie pour la pratique. Ça dit beaucoup plus de théorie, bien sûr, beaucoup plus de pratique. Donc l'orientation universitaire et tout. Parce que nous, on n'avait pas eu ces informations. Nous sommes allés sur le campus, nous avons fait des formations théoriques. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on ne regrette pas tout ce qu'on a fait, mais il va falloir réorienter nos enfants, nos petits frères. Donc c'est en cela que le chef de l'État, avec ses ministres, ont pris la responsabilité de créer cette agence. Voilà. Et je crois que déjà, à l'issue du dernier conseil des ministres, il a été fait l'option du recrutement
d'environ 662 c'est pour être exact, enseignants aspirants qui vont quand même renforcer ce projet, qui vont quand même travailler dans la logique de former davantage les enfants. Je me dis que c'est heureux et de voir la concrétisation de ce projet et on espère que toutes les dispositions seront prises et quand je parle de dispositions, les moyens matériels, financiers et humains. Donc, ces aspects ont été étudiés avant la création, il y a eu des prévisions. Voilà. Il y a eu des prévisions, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu des prévisions et les différentes autorités disons, qui ont été positionnés par rapport à ce projet vont mettre tout en œuvre pour l'aboutissement. Parce que c'est bien de mettre le pied à l'étrier à nos enfants. Et déjà, ce matin, nous avons eu les résultats du BEPC. Et donc, déjà, nous félicitons les candidats, tous ceux qui ont eu le BEPC dans la même logique. Très bien. La création de cette agence, Christophe Agon, est-ce que ça ne vient pas régler un problème? Formation technique et adéquation, formation emploi. Cette vision-là, pour que d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on ait des élèves, en tout cas, de l'emploi, des gens qui sont formés directement prêts à travailler, pour qu'on n'ait plus des formations, des gens formés sur l'État et qui sont, à qui on est obligé de faire des séances de recyclage, des séminaires, etc., etc. Non, moi je crois quand même que le gouvernement n'a fait que formaliser ce qui était déjà. Et moi, je me pose la question de savoir à quoi bon faire les routes si on n'a pas de voiture. Vous voyez un peu, c'est bien beau, mais ce qui manque surtout, ce sont ces écoles-là. Vous voyez un peu, nous avons 77 communes. Est-ce que ces écoles techniques et professionnelles existent dans toutes les 77 communes? C'est d'abord ça. Vous voyez un peu. Donc, le tout ne suffit pas de créer l'agence, je suis sûr, comme vous l'avez dit, d'ici 5 ans, c'est de tout faire pour implanter ces écoles-là dans presque toutes les communes. Justement, le gouvernement, le chef d'État a annoncé la création de 100. Ça fait partie justement des attributs de cette agence-là qui doit étudier, c'est-à-dire faire la cartographie, c'est-à-dire dans une zone donnée, quel est le lycée technique qui convient à cette zone. Donc, vous savez, les lycées techniques seront justement implantés, comme vous le dites, sur l'ensemble du territoire national, selon une prévision qui sera donc destinée au niveau donc de ces communes-là. D'ailleurs, le chef de l'État a annoncé la construction d'abord de 50 lycées, les 50 premiers lycées, puis ensuite les 50 autres. En définitive, on aura au moins 100 lycées, en plus de ce qui existe. Oui, donc c'est pour dire que ça fait partie des attributs de la mission, des cahiers de charge en fait de cette agence-là, dont les membres également, pour répondre à votre préoccupation tout à l'heure, dont les membres ont été également nommés. Le conseil d'administration a été déjà installé par le conseil des ce sont, en tout cas, les membres sont bien connus. C'est des gens qui sont dans le domaine, rompus à la tâche, formation technique et professionnelle au haut niveau. Ils sont très bien connus. De toute façon, nous allons souhaiter beaucoup de chance à cette agence. Rien n'est fait au hasard. Heureusement qu'aujourd'hui, rien n'est fait au hasard. Tout est calculé. Et nous remercions le pouvoir en place. Et que vivement, l'argent qu'on va mettre à la disposition de cette agence aille vraiment vers ce qui doit être fait. On connaît les Béninois. Non, mais alors, je crois que c'était révolu, Christophe. Déjà continué. Non, mais parce que la preuve est que l'agence est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Très bien. Et donc, merci à vous. Nous allons évoluer. Écoutez, Gabin Katake pour son sujet. Bon, pour mon sujet, je vais parler de l'inauguration du stade de l'amitié, du stade Général Mathieu Kérékou. On l'a tellement attendu et finalement c'est arrivé parce que je me dis c'est venu à un moment où le Bénin s'apprête à s'engager à disputer ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, avec ce stade, je crois que le Bénin retrouve son antre, retrouve son stade fétiche, le stade, notre citadelle imprenable, en quelque sorte. Parce que la plupart du temps où on a disputé des matchs sur ce stade, les écureuils sont toujours arrivés à
à avoir le dessus sur les adversaires. Le stade de l'amitié général Mathieu qui est renouvelé va apporter beaucoup plus de chance aux nos sportifs. Bien sûr, même avant la rénovation, je crois que ce stade est toujours resté, disons, a toujours donné de la sueur froide aux adversaires. Donc, rénover, je crois que les écuries auront beaucoup plus de motivation et plus de détermination. Parce que ce stade, le stade de l'amitié, à lui seul, retrace l'histoire du sport béninois. C'est sur ce stade qu'on a eu notre première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations. Qu'ils vous souviennent, c'était face à la Zambie. Oui, déjà en 2003, je crois. Donc il y a eu pas mal. De l'équipe des écuries juniors à la Coupe du Monde. Exactement, en 2005, si vous voulez la précision. Donc voilà, il y a eu pas mal d'événements sur ce stade. C'est tellement que Gabin a eu le temps de visiter ce stade rénové. Et bien sûr, et comment je dis avec le dispositif, si vous visitez un peu la zone de presse, vous voyez un peu les pelouses, c'est vrai qu'on ne dira pas que on va pas comparer ce stade au Camp Nou, ni au stade Santiago Bernabéu. Mais je dis déjà que c'est un effort, c'est un bon départ pour que nos écuries, nos expatriés, nos professionnels se sentent beaucoup plus à l'aise sur cette pelouse-là. Très bien. Oui, Alban. Oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop sportif, mais en tant que citoyen béninois, je ne peux qu'être fier de cette belle infrastructure là qui a été inaugurée. C'est vrai que celui qui jette un coup d'œil par le passé et maintenant constate qu'il y a vraiment un grand changement. Un lourd investissement a été donc consenti pour rénover le stade général Mathieu Kérékou. Et voilà, c'est au grand bonheur du monde sportif béninois, toute tendance confondue. Voilà. Bon, certains auraient souhaité, auraient voulu qu'il y ait encore la construction d'autres stades couvertes avec des écrans géants, etc. Christophe Agon, est-ce que vous partagez le même envie? Vous avez cette envie de voir? Je suis totalement d'accord, Théodule. Et quand je vois ce stade, je connais l'homme, Patrice Talon, vous le connaissez pour le goût du beau. Et ne pas construire un stade de ce standing, c'est un échec pour Patrice Talon. Je suis très fier de ça. Et tout à l'heure, notre ami disait que ça peut permettre la qualification du Bénin pour la Coupe du Monde. Vous savez, je suis bien béninois et quand moi je le dis, les gens ont tendance à croire que je ne suis pas béninois. Si les gens ne sont pas arrivés à se qualifier pour la Coupe d'Afrique, c'est un rêve, se qualifier pour la Coupe du Monde. Si c'est le stade qui peut leur permettre de se qualifier pour... Ils ont déjà le stade. Voilà le stade qui est là. Voilà, maintenant on attend. Je vais rapidement dire à mon confrère, Christophe Agon, que comparaison n'est pas raison. Voilà. C'est pas parce que le Bénin ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique qu'on ne va pas espérer. On espère. On est toujours optimiste. Maintenant, par rapport au stade qu'on doit construire également dans les autres. Je crois qu'il y a un projet du gouvernement de construction de stade omnisport en cours. Et il y a d'autres qui sont... Oui, bien sûr. Il y a même des stades qui sont également construits dans les communes, qui sont déjà à 80%. Tout à fait. Qui sont inaugurés. Donc, je me dis, ça va permettre à ce que, d'abord au niveau du championnat, que les clubs se sentent beaucoup plus à l'aise. Et si on peut déloger des matchs de l'équipe nationale vers des régions comme Lokossa, Parakou, parce que l'équipe nationale ne se limite pas seulement à Cotonou, à Porto-Novo. Il faut donner également la chance aux autres de vivre ces événements-là. C'est aussi très important parce que, vous savez, il y a aussi cette politique-là que développe le gouvernement, qui est donc de révéler en fait toutes les disciplines sportives. Tous les talents qui sont dans ces disciplines. C'est très important. Sous d'autres cieux, il n'y a pas de discipline sportive à négliger en fait. C'est ça qui fait que si au niveau du football ça ne marche pas, telle nation est championne en telle discipline. Bien sûr. Et donc on est en train d'aller justement vers ce stade-là aussi. Et voilà, il faut vraiment encourager
les autorités sportives de ne pas lâcher prise. Très bien. Voilà. Oui, Adman Mevon n'est pas sportif, mais il apprécie. Oui, c'est bien. Merci à vous. Alors, Christophe, autre sujet? Oui, nous allons revenir un peu sur cette histoire de casque, de permis de conduire. J'ai voulu qu'on revienne parce que les Béninois ont tendance à... Ils n'ont pas bien compris le préfet. Parce que, vous savez, le casque est important. Le casque, moi, j'ai tendance même à croire que cette décision n'est respectée que peut-être dans l'Atlantique et le littoral. Dans les autres départements, je ne vois pas ces personnes à porter le casque. Les conducteurs surtout, pas les passagers. Donc, on a tendance même à croire que la décision est beaucoup plus pour Cotonou. Mais, vous voyez, au niveau des accidents, quand vous ne portez pas le casque, la loi ne dit pas que lorsqu'il y a un accident, c'est le conducteur seul qui peut mourir ou pas. Vous voyez un peu. Donc, porter le casque, c'est important. C'est important. Laissez la personne de rouler. Pour notre vie, nous-mêmes, nous devons porter ce casque-là. Regardez un peu ce que nous avons, les taxis-motos. Mais vous ne voyez pas que c'est important qu'on fasse ce permis-là pour les taxis-motos. Nous qui sommes dans les voitures, on voit un peu comment cela... Comment les gens conduisent. Voilà. Si le minimum, c'est le code de la route, ils n'ont appris nulle part des individus, excusez-moi du peu, et se lèvent un matin parce qu'ils n'ont rien à faire, ils négocient une moto, ils commencent pas à conduire. Comme ça un matin. Et on dit l'instauration du permis de conduire des Béninois troupes. C'est vrai. La situation financière, c'est aussi ça. C'est très difficile. Mais nous n'avons pas regardé cette situation financière et laissé les gens mourir. Moi, j'ai assisté à un accident et on en a longuement parlé des Bomaf à Calavi. Vous voyez, la seconde personne n'avait pas le casque. C'était horrible à voir. C'était horrible à voir. Donc, j'aurais voulu quand même qu'au-delà de la personne d'Orula, parce que Orula n'invente rien d'ailleurs. Ça existe dans nos tests. Dans nos tests, oui. Voilà, ils n'inventent rien. Ils n'inventent rien. Les gens ont tendance à croire que la décision est une décision Orula. Non, elle existe bel et bien dans nos tests. Et il ne fait que révéler à usage public quand même ce qui existait déjà et qu'on n'en parle pas. Voilà. Donc c'est important de passer le permis oui, et de passer pas passager ou pas tout le monde. La mort ne connaît pas de passager ni conducteur. Peut-être, oui. Vous avez évoqué le cas des autres départements. Certainement, il revient à ces préfets là d'inciter. Voilà. Ce qui se passe dans nos grandes villes à Adman Mevon. Oui, en matière de sécurité, la vie n'a pas de prix, on dit. Il n'y a pas un marché où il faut aller acheter la vie. Je crois que le débat sur le port de casque est révolu, c'est dépassé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, porter le casque est nécessaire, est une priorité. Alors, le doyen Agon a parlé de la passager. Au fait, c'est le passager. Voilà. C'est du passager qu'il s'agit. Justement. C'est-à-dire que, comme on a fait, comme on a amené, on a mis en place une politique pour inculquer dans la tête des Béninois. Parce qu'au début, lorsque cette histoire de port de casque a été instaurée, ça n'a pas été facile. Mais au finish, tout le monde a adhéré. Lorsque tu sors et que tu constates que tu oublies ton casque, c'est toi-même qui te retournes pour aller chercher ton casque parce que tu sais que c'est désormais une nécessité. Moi, je ne suis pas contre la réforme ou la décision du préfet Orunla qui ne fait qu'appliquer les tests. Ce que moi je souhaiterais, c'est qu'on y aille mollo en fait. Parce que vous avez dit tout à l'heure que la vie est chère. Eh bien oui, la vie est vraiment chère. Et donc, si on doit mettre en œuvre ou appliquer ces tests-là, puisque vous avez dit que c'est des tests qui existent, moi je voudrais surtout qu'on accentue un peu les réflexions sur comment faire pour faciliter l'acquisition de ces casques-là à tout le monde. Et justement, le préfet en a parlé. Il a dit, en temps opportun, un comité sera donc mis en place pour réfléchir, trouver les voies et moyens pour que ces casques-là, les populations puissent acquérir ces casques-là à moindre coût. C'est vraiment important. Parce que si on doit imposer
l'achat de ces casques-là par les temps qui courent, ça va être compliqué. Vous voyez, ça va susciter... C'est vrai que les gens vont le faire, mais ça va susciter... La vie d'un être humain... Absolument. Oui, je sais. Non, en fait, je sais. C'est 5 000, 4 000. On va... Non, mais... le casque, non, je suis... 4 000, 5 000. Oui, puis, voilà, vous l'avez dit. Pour vous, par exemple, c'est rien. Mais et donc, non, je ne dis pas que c'est mauvais. Oui. C'est important. Et même si c'était 2000 francs CFA, il y en a pour qui ça représente une somme astronomique. Et par rapport à ça, le préfet aussi en est conscient. Et il a soulevé le fait. Et donc, moi, je souhaiterais que cette initiative dont il a parlé, c'est-à-dire réunir les différentes associations, ONG, et tout ça pour réfléchir à comment faire pour léguer ces cases-là à moins de coût aux populations en temps opportun. Moi, je trouve que c'est très important. Ce qui est sûr, la répression n'est pas, comme il a dit, pas pour tout de suite. Il faut d'abord communiquer, sensibiliser les gens. Je crois que nous sommes à cette étape, là, aujourd'hui, sensibiliser pour que les gens soient informés de ce que c'est une décision. C'est là, c'est dans nos tests. Depuis, jamais révélé. C'est vrai qu'au départ, quand on a annoncé les casques, on en avait parlé. Il y a eu un peu de bruit. On a laissé tomber. Aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Et donc, c'est la sensibilisation. Avant qu'on ne passe. Mais ça a commencé au début, justement. Ça a commencé au début, lorsque le port de casque était obligatoire. Voilà, on avait imposé que le conducteur et donc ça c'était un peu de remous dans le temps, et je crois que les autorités ont d'abord mais je crois que bon, avec le préfet Alain Rounlage, ça va être relancé. Ils vont certainement trouver les voies et moyens pour ça. Oui, Georges, il faut sensibiliser. Je crois que nous sommes à l'étape de sensibilisation. Et mes confrères ont tout dit pratiquement, mais il faut voir au-delà de la personne du préfet. C'est beaucoup plus la décision qu'il faut voir, et c'est vrai, il faut aller progressivement avec les populations, parce qu'il faut faire du social aussi. Il faut faire du social. Pour certains, le cas, c'est un luxe. Pour certains, le cas, c'est un luxe. Donc, il va falloir prendre des dispositions quand même pour que tout le monde comprenne l'enjeu et s'adapte quand même à cette disposition. Au-delà de ça, il y a également les permis de conduire qu'il faut avoir. Je crois que si les gens ont des permis de conduire, ceux qui conduisent les 4 roues ont les permis de conduire, pourquoi ne pas l'avoir également pour ceux au niveau qui conduisent les tricycles, les 2 roues. Donc je crois que c'est progressivement avec la sensibilisation, les uns et les autres vont prendre la mesure de l'enjeu et pourront se conformer à cette disposition-là. Très bien. Nous restons, je voudrais compléter ceci, et même au-delà même du port de casque et du permis de conduire, même aller jusqu'à l'assurance. Vous voyez un peu, lorsqu'il y a un accident entre un véhicule et une moto, vous voyez, vous avez l'obligation de transporter le motocycliste à l'hôpital, et vous l'assistez. Si les dommages au niveau de votre véhicule, vous voyez, c'est aucune assurance. Donc vous êtes obligé de réparer vous-même votre véhicule d'abord, ensuite peut-être prendre en charge qu'il ait tort ou raison. Qu'il ait tort ou raison. Vous voyez un peu. S'il y avait déjà une assurance, au moins l'assurance pourra vous dédommager par rapport à votre véhicule. Maintenant, je voudrais aussi ajouter ceci, c'est-à-dire au-delà de la personne de Roula, vous voyez, c'est un département qui a été géré par Toboula. D'accord? Donc, beaucoup de choses, quand on entend Toboula dans le littoral, vous savez. Et qu'est-ce que Orula doit faire pour marquer aussi son passage? Non, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, parce qu'en réalité, je vois quand même, parce que beaucoup de choses sont déjà faites à Cotonou. Il doit encore qu'il reste à faire. Voilà, qu'il reste correctement à faire. Et aujourd'hui, Cotonou est la vitrine du Bénin. Bien sûr. Vous voyez, en Europe, vous voyez des individus se balader avec leur casque. Oui. C'est à cela qu'on nous invite. C'est ça, on nous invite à cela. Aujourd'hui, c'est-à-dire le président de la République veut transformer Cotonou pour que si les gens viennent de l'extérieur, qui voient quand même à Cotonou qu'il y a du bon vivre, que la population est très disciplinée. Très bien. Jordi Gabin Katake a voulu qu'on parle également de l'ASBIN. L'ASBIN, cette nouvelle société qui est le 3e opérateur GSM au Bénin. Oui. Je veux qu'on parle également de la communication, si vous voulez, de la télécommunication, parce que nous avons actuellement
des consommateurs qui se plaignent. Je ne vais pas appeler des noms de réseau, mais déjà ce que nous avons sur la plan, on a l'impression que les deux se croient en territoire conquis. Voilà. Et avec un troisième réseau, la concurrence va être beaucoup plus rude. Et donc, si vous laissez le terrain, vous allez perdre des consommateurs, vous allez perdre des abonnés. Pour être beaucoup plus simple, vous allez perdre des abonnés. Donc, je me dis que c'est une satisfaction d'abord pour les consommateurs et pour la jeunesse, parce que c'est des perspectives d'emploi aussi. Ceux qui ont fait des formations dans la télécommunication, dans la communication, pourront également trouver des emplois à ce niveau. Donc je me dis, avec un troisième réseau GSM, non seulement les autres vont se sentir beaucoup plus bousculés, vont améliorer leurs prestations et vont tenir compte également de leurs abonnés. Et de l'autre côté, la jeunesse qui a suivi une formation, ceux qui ont la qualification, ceux qui ont suivi des formations dans ces domaines spécifiques pourront également trouver de l'emploi. Très bien. Oui. Christophe? Non, moi, bon, je suis content. Et c'est vrai, on a tendance à croire que l'arrivée de ce troisième réseau va faciliter les choses. Moi, avec les deux réseaux, vous voyez le désordre qui se passe, on n'arrive pas à contrôler ces deux réseaux-là. Je suis très sincère là-dessus. Qu'est-ce que, selon vous, mais d'abord, il faut chercher à assainir ces deux réseaux-là d'abord. Ce n'est pas un troisième réseau qui viendra régler le problème. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Oui, mais il faut un troisième réseau qui relève de la compétence. Et si ça ne va pas encore, on va apporter un quatrième réseau. Sous le contrôle de l'État. Mais les deux autres sont sous le contrôle de l'État. C'est ça en réalité. Oui, mais aussi, appartenant à des privés. Voilà, appartenant à des privés. Oui. Bon, celui-ci, quand même, c'est vrai que c'est l'État qui a le dispositif, toute la technique, ainsi de suite. Ce réseau qui va venir, moi j'attends, j'attends de voir. Je ne veux pas tout de suite être content de dire que je ne veux pas applaudir, que le réseau vienne, parce que vous voyez, aujourd'hui nous sommes obligés d'avoir, Dieu merci, les smartphones d'aujourd'hui, bon, il y a des doubles SIM, ainsi de suite. Sinon avant c'était un portable pour une SIM pour un portable, et on était obligé de se balader avec deux portables. Donc voilà un troisième réseau qui vient, parce qu'à des moments donnés on vous appelle, il y a des régions aujourd'hui, on vous appelle sur tel réseau, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, on est obligé de se balader avec deux portables. Le troisième réseau viendra, on va essayer de se balader encore avec 3 portables, ainsi de suite. Il faut bien assainir ce secteur-là. Encore que vous n'êtes pas obligé de bouger, parce qu'aujourd'hui, il y a les portables à 2. Voilà. La technologie avancée, il y a les portables à 2, 3 SIM, même 4 SIM. Exactement. Et là, c'est à vous de vous organiser. Avant de savoir comment vous... On attend de voir. Surtout la qualité de l'Internet. C'est ça en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on nous a beaucoup plus habitués à l'Internet. La qualité de l'Internet, c'est à travers ces smartphones. Si le réseau qui va venir rend la fluidité de l'Internet correcte, ainsi de suite. Bon, je crois quand même que ce réseau sera le bienvenu. Mais surtout que moi, j'ai pensé à Libercom, j'ai pensé à Bell Bénin, qui étaient des réseaux moins chers. Ça, je vous dis, on a enterré tous ces réseaux-là, on a porté un autre réseau. Bon, ce sont des mutations, en fait, des progressions technologiques qui ont obligé et tout. Je dirais oui, des mutations technologiques qui ont amené à cela. Ce n'est pas qu'on a enterré. C'est certainement qu'on a vu qu'il y a eu des problèmes à un moment donné et qu'il faudrait reformer tout ça et donner une autre vie. Mais que faire des consommateurs? Nous autres, par exemple, moi chez moi, voilà, justement, parler des appareils ZKD. J'ai des appareils ZKD qui sont là. Oui, peut-être la suite, bon, l'État se chargera de ça. Voilà, bon, d'accord, il faut penser à cela. Voilà, nous allons écouter Albert Mévo, sur le sujet. Oui, moi, pour moi, je ne sais pas si la solution, c'est la création de ce nouveau réseau, une solution pour faire face donc aux dégâts ou à ce que fait, voilà, ce que les autres réseaux produisent. C'est la technologie et ses défaillances. Moi, je voudrais beaucoup plus que l'État, renforce en fait la surveillance, c'est-à-dire au niveau donc de ces deux réseaux. Parce que
L'ensemble des réseaux, vous voulez dire? Voilà, l'ensemble des réseaux. Parce qu'il est vrai qu'avec l'ARCEP, l'ARCEP de temps en temps tape du poing sur la table, mais ça ne suffit pas. Il y a encore des plaintes. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faille vraiment agir. Parce que pour moi, bon, c'est pas la création, un autre réseau, c'est bon, c'est pas mauvais en soi. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la prestation, une prestation de qualité sur tous les plans. C'est ça. Lorsque le réseau veut s'installer, a certainement pris des engagements vis-à-vis des consommateurs. Et à un certain moment, si ces engagements ne sont pas respectés, et que vous êtes rappelé à l'ordre 1, 2 ou 3 fois, mais s'il faut résilier le contrat ou votre licence, oui, si ça va permettre à ce qu'on ait désormais des services de qualité, ben oui, autant le faire. Très bien. Parce que vous avez Globacom, ici, Globacom est venu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un certain moment avec l'État, il y a eu un problème. Ça veut dire que l'État a pris ses responsabilités. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de même lorsqu'on constate que, bon voilà, ces gens qui ont pris des engagements vis-à-vis des consommateurs que nous sommes sont en train donc d'aller contre ces engagements-là. Je crois que c'est la meilleure manière pour moi de pouvoir régler ces solutions-là. Parce que si on crée un autre réseau et que le même problème persiste, ça veut dire que bon voilà, c'est... Très bien. Voilà. Oui, en 30 secondes. Juste pour ajouter que je n'ai pas la prétention d'applaudir un troisième réseau, c'est juste que c'est comme l'algorithme de la femme qui se croit, disons, à elle seule, qui se croit soumise, voilà, bien installée et tout. Mais lorsqu'on aura un troisième réseau, c'est vrai qu'on aura la diversité de choix. Lorsqu'il y a un réseau d'une troisième femme, mais c'est normal. C'est vrai que nous vivons ça au quotidien. Mais ce qui est sûr, il faut créer la concurrence, il faut qu'il y ait la diversité de choix pour que les gens... Désormais, dès que cette société ce troisième réseau va s'installer, c'est clair que nous sommes là sur un terrain concurrentiel et donc les autres seront obligés de se mettre pas pour offrir un service de qualité aux consommateurs. Merci à vous, chers collègues. Je rappelle Christophe Agon, directeur général. Oui, nous sommes à la fin de l'émission. Très bien. Christophe Agon, directeur général du quotidien Info Matin. Merci d'être là. Merci Alban Mevor, journaliste à TVC Bénin. Merci aussi. Merci à Jordi Gabin Kataké, directeur de publication du quotidien Le Challenge. Merci. Voilà. Merci à vous. Ainsi prend fin donc hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis.